Je voudrais m'adresser à la jeunesse. Vous êtes la jeunesse de France. J'appelle les jeunes gens à se préoccuper de leur futur. Engagez-vous, continuez à vous engager. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui continuer les interviews confinées. Donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Benjamin Lucas qui est le porte-parole du mouvement Génération. On va pouvoir évoquer avec lui donc comme à chaque fois son parcours, un petit peu d'actualité avec notamment les dernières mesures annoncées par Édouard Philippe hier au Sénat, et on finira par vos questions que vous nous avez posées via la story Passe Politique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Bon, ben alors on va commencer. Je vois que on est déjà une vingtaine, donc on va pouvoir y aller. Bon, ben, je vous laisse en tout cas pour commencer vous présenter en quelques mots. Après, on approfondira un peu plus sur votre parcours, pardon. Je m'appelle Benjamin Lucas, comme vous l'avez très bien dit. Je suis confiné comme tout le monde. Je suis aussi porte-parole du mouvement Génération, qui est le mouvement qu'a fondé Benoît Hamon à l'issue de l'élection présidentielle de 2017, à la fois pour faire la synthèse de la gauche et de l'écologie, pour porter des idées nouvelles, comme par exemple le revenu universel d'existence. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste le rôle de porte-parole dans un mouvement? Eh ben, c'est ce que je fais en ce moment, c'est répondre, ça c'est la partie sympa du job, entre guillemets, mais c'est pas un boulot, hein, c'est évidemment bénévole, mais c'est répondre aux questions, défendre ce que sont les idées du mouvement, participer à des débats, parce que la démocratie, elle vit de ce genre de confrontation, c'est exposer nos idées, c'est prendre la parole, c'est aussi écrire des tribunes, préparer des textes. Moi, je suis aussi chargé, en plus du porte-parole, des relations avec le reste de la gauche, des relations unitaires, puisqu'on travaille, et nous sommes construits aussi pour construire l'unité de la gauche et des écologistes. Donc c'est un travail lent et patient de discussion avec nos partenaires pour aboutir en 2022 à ce qui est une offre unique de la gauche et de l'écologie pour finalement mettre fin au duo entre Macron et Le Pen et permettre une vraie alternative dans ce pays. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'on a eu de nombreuses questions sur cette unité de la gauche pour 2022. Alors ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre journée type en confinement, comment vous travaillez malgré les mesures restrictives? Alors, la version idéale, c'est je me lève très tôt, je fais du sport, je bouquine, je mange sainement. La version la plus réelle, je pense qu'elle est comme pour beaucoup, que je lis beaucoup moins que ce que j'aurais voulu, que je fais absolument pas de sport, que je mange n'importe comment. Mais en plus sérieusement, on travaille beaucoup politiquement, puisque la période, elle nous invite à réfléchir, hein, elle balaye beaucoup de certitudes, elle invite à penser le monde d'après, mais aussi à trouver des solutions aux réponses urgente du présent. Donc on travaille avec l'ensemble du mouvement à la fois à réagir à ce que sont les annonces gouvernementales, à faire des propositions alternatives quand il y a lieu d'en faire, à comprendre la situation aussi, à interroger des experts, des professionnels, des soignants, des citoyens pour comprendre aussi quelles sont les revendications des uns et des autres et les porter dans la sphère politique, et puis écrire et travailler, je le disais, avec le reste de la gauche. Donc on travaille à des appels communs, à des manifestations communes en ligne. La France Insoumise a initié par exemple une manif en ligne il y a quelques semaines à laquelle on s'est associé, mais il y a aussi des appels, des textes, des conférences, des débats. Donc globalement, les journées sont assez chargées de ce point de vue-là. Moi, j'ai la chance d'être confiné dans de relatives bonnes conditions, de pouvoir faire beaucoup de choses depuis chez moi, de ne pas avoir d'enfants pour le moment, donc d'avoir aussi ce temps disponible pour faire ce travail-là, même si j'espère quand même qu'on pourra très vite les uns et les autres se revoir, parce que, y compris quand on fait de la politique, le numérique, l'échange par écran interposé ne remplace pas le contact et la discussion. Mais peut-être que ça vous a permis aussi de prendre un peu le temps de discuter avec les militants, d'écouter un petit peu la population via tous ces réseaux sociaux et via le numérique. Oui, de ce point de vue-là, c'est quand même, j'allais dire, on a dans notre malheur la chance d'être confiné à une époque où on peut, par les outils numériques, se parler, y compris dans des sphères personnelles. On peut avoir nos proches. Voilà, moi, je pense par exemple à mes grands-parents avec qui je peux faire des visios régulièrement, voir, m'assurer qu'ils vont bien, etc. Les membres de la famille, on peut aussi construire du lien. Et puis oui, politiquement, c'est nécessaire, c'est utile, parce qu'on a besoin aussi de parler, de construire des réponses. Je le disais, on est dans un moment qui en plus inverse la hiérarchie des valeurs dans la société, montre qu'il y a des défis colossaux auxquels on doit répondre dans les mois, dans les jours qui viennent parfois, et puis parfois dans plusieurs années. En même temps, rappeler qu'il y a des défis qui n'ont pas disparu, notamment le dérèglement climatique, la question des inégalités qui explosent dans des périodes comme ça. Donc on a besoin, et la politique, c'est aussi d'abord le fait de se parler, d'échanger, de débattre et de se convaincre mutuellement. Donc oui, c'est un temps qui est mis à profit pour cela. D'accord. On va revenir un petit peu sur vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit professionnel ce qui m'est arrivé. En fait, moi, je me suis engagé. Il y a eu deux moteurs à mon engagement qui sont deux indignations. La première, j'étais tout petit, donc c'est plus un élément déclencheur dans ma tête qu'un élément d'engagement, mais c'est la présence de Le Pen, le vieux, au second tour de la présidentielle de 2002, voir mes parents pleurer, comprendre qu'il se passe un truc qui n'est pas normal, participer à des manifestations monstres chez moi à Amiens, voilà, et donc découvrir ça. Et puis, il y a le contrat première embauche. Là, je parle du paléolithique déjà, malheureusement. Moi, je vais avoir la trentaine, donc désolé pour les plus jeunes qui nous regardent, mais je parle d'un vieux monde. Le Premier ministre s'appelait Dominique de Villepin, le président de la République s'appelait Jacques Chirac, le président de l'UMP s'appelait Nicolas Sarkozy. Et en gros, avec beaucoup dans ma génération, on combattait finalement, pour le dire vite, un sous-contrat d'embauche pour les jeunes, c'est-à-dire l'idée que ma génération, notre génération, elle vivrait moins bien que ses parents, que ce serait une génération sacrifiée. Et là, j'ai découvert que quand on montait debout sur un banc avec un mégaphone dans la cour de son lycée, j'étais en seconde, on pouvait convaincre des gens, mener une action collective. Et la morale de l'histoire, c'est qu'à la fin, on a gagné. Le contrat de première embauche, il n'a pas été mis en œuvre et le gouvernement a reculé là-dessus. Et donc, naturellement, après, je me suis dit qu'il fallait passer d'un engagement en contre, d'une indignation à un engagement politique. J'ai adhéré au mouvement des jeunes socialistes qui n'existait pas dans mon département, la Somme, donc j'ai contribué avec d'autres à recréer, puis j'en suis devenu le responsable départemental, régional, puis j'ai rejoint en 2013 le bureau national qui est l'instance dirigeante. Là, la présidente actuelle, la présidente de l'époque du MJS m'a proposé de venir travailler pour le MJS, donc là je suis devenu un professionnel de la politique, entre guillemets, salarié. On était 5, payés au SMIC, dans des conditions déplorables. On était dans le local du PS, dans ce qui était un ancien local à poubelle. Mais c'était vachement sympa. Donc, j'ai fait 2 ans ça, puis je suis devenu président du mouvement des jeunes socialistes pendant 2 ans, dans une période pas évidente, puisque c'était le moment où nous étions en affrontement frontal avec les socialistes au pouvoir, puisqu'on s'est opposé à la déchéance de nationalité. Ça s'est arrivé dès le début de mon mandat à la présidence du MJS. On s'est opposé à la déchéance de nationalité proposée par François Hollande, sur laquelle là aussi il a reculé, et à la loi travail qui malheureusement est passée, et qu'on a participé à organiser ces grandes primaires citoyennes qui finalement ont tourné la page à gauche du quinquennat Hollande en désignant Benoît Hamon plutôt que Manuel Valls. Donc après ça, j'ai passé la main, parce qu'au MJS, on avait une tradition qui était que les mandats étaient non renouvelables dans le temps, et c'est une très bonne chose, surtout dans des organisations de jeunesse où par nature ça se renouvelle beaucoup. Donc à l'issue de ce mandat de 2 ans, qui était un peu plus long compte tenu des circonstances, et malgré ma volonté, voilà, après j'ai quitté le Parti socialiste, comme d'ailleurs le mouvement des jeunes socialistes qui à l'époque s'est autonomisé encore plus de ce qu'était le PS de cette époque-là. Et nous avons, avec Benoît Hamon, j'ai contribué à fonder avec Benoît Hamon le mouvement Génération. J'en suis devenu le secrétaire général. Donc là aussi, en tant que salarié, j'ai travaillé pour le mouvement. Et puis au mois de septembre dernier, j'ai décidé de reprendre des études, d'arrêter d'être salarié de la politique pour aussi retrouver une façon plus saine sans doute d'en faire. Et donc je suis porte-parole aujourd'hui à titre bénévole. Je recherche actuellement du travail, s'il y a des employeurs qui nous regardent. Voilà, donc aujourd'hui, je fais ça à titre bénévole. Voilà un peu en rapide le parcours que j'ai eu. Alors, vous avez vaguement évoqué quand vous êtes parti des MSJ, donc du mouvement des jeunes socialistes, pour aller à Génération. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de quitter ce premier mouvement pour aller vers Génération, avec donc Benoît Hamon et créer Génération? Il y a une double réflexion. Il y a une réflexion plutôt négative, c'est-à-dire à la fois le constat que la social-démocratie ne remplissait plus la fonction qu'elle avait de construire une alternative dans la société, qu'on attendait des réponses plus radicales en matière d'écologie, qu'on attendait des mutations plus profondes en matière de logiciels sur le travail notamment, le revenu universel, etc. Donc il y avait une vraie rupture, j'allais dire, idéologique avec ce qu'est la social-démocratie. Et puis il y avait le fait que au Parti socialiste, moi je l'ai vécu dramatiquement à l'intérieur en tant que président du MJS, on parlait plus la même langue. Quand sur la déchéance de nationalité, j'étais à la même table que des gens qui expliquaient que c'était pas grave de faire des apatrides, qui reprenaient une proposition qui venait de l'extrême droite, on parlait pas la même langue. Sur la loi travail, quand le premier secrétaire du PS de l'époque, Jean-Christophe Cambadélis, m'explique que la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la loi est supérieure au contrat, que donc la protection collective voulue pour l'intérêt général est supérieure à la négociation d'entreprise, m'explique que ça c'est pas important. On ne parle plus la même langue. Donc il y avait cette rupture-là qui s'était faite, et honnêtement, ce n'était pas tenable. C'était un peu schizophrénique de dire, de passer mon temps en tant que président du mouvement des jeunes socialistes à combattre mon propre gouvernement. Donc il y avait là une clarification à faire. Puis il y a un mouvement beaucoup plus positif qui est justement l'idée qu'il faut que la gauche et l'écologie se régénèrent, et que pour se régénérer, pour se reconstruire, et y compris pour s'unir,
y compris avec la social-démocratie, les écologistes, les insoumis, les communistes. Il faut repenser un peu les choses. Il faut inventer des solutions nouvelles à ce que sont les urgences du quotidien de nos concitoyens et les défis de l'avenir, notamment le défi climatique. Et que ça, on ne le fera pas avec les réponses d'hier. On ne le fera pas avec les réponses productivistes, libérales ou même social-démocrates du siècle passé. On le fera, c'est notamment ce qu'on a fait avec le revenu universel, avec la taxe robot, etc. On le fera en inventant des solutions nouvelles. Et donc, on a créé ce mouvement pour ça, pour répondre à des problématiques nouvelles avec des nouvelles solutions et en espérant que ce sera une des poutres de la maison commune de la gauche et de l'écologie demain. Alors, il y a une question qui est arrivée dans les commentaires qui m'a évoqué quelque chose dont je voulais parler plus tard, mais c'est pas très grave, on va en parler dès maintenant. Vous parlez de la gauche, du rassemblement de la gauche, mais est-ce que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à l'Élysée, est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit peu, c'est pas un nouveau schéma, il n'y a plus trop de clivage de droite-gauche, c'est plus cet historique clivage. Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Est-ce qu'on parle toujours de gauche et de droite finalement? Je pense qu'au contraire, Emmanuel Macron, il lui a redonné du sens au clivage gauche-droite. Parce que quand vous avez un gouvernement qui supprime l'ISF, qui baisse les APL de 5 euros, qui a un comportement assez autoritaire, on voit ce qui se passe, les violences policières, on a vu la gestion du mouvement des Gilets jaunes, etc. Je pense qu'il a ressuscité la droite d'une certaine façon, Emmanuel Macron. Et moi, je pense que justement, le risque, c'est ça. C'est s'il n'y a plus de clivage entre la gauche et la droite, il y a le clivage entre finalement les libéraux, Macron, et les nationalistes, Le Pen. Et à ce jeu-là, je pense que c'est toujours le fascisme qui l'emporte à la fin, c'est toujours les nationalistes. Et je le dis sans grandiloquence particulière. L'histoire l'a démontré et on voit ce qui est à l'œuvre. Quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, quand les démocrates désignent une libérale Clinton, c'est le populiste, le nationaliste, le raciste Trump qui l'emporte parce que l'alternative au système, ce n'est plus la gauche et l'écologie, c'est plus un autre modèle de développement, c'est finalement un repli identitaire, sectaire et nationaliste qui se met en œuvre. Donc je crois qu'on a besoin de construire une alternative autour de la question de l'écologie sociale qui soit une alternative à Emmanuel Macron. Sinon, on laisse un champ libre, complet à l'extrême droite. Donc, je pense que ce clivage, il a encore du sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réinventer. Je le disais, il faut des solutions nouvelles. La réponse, elle n'est plus la gauche keynésienne des années 50, 60, 70 et même 80 qui considère qu'il faut relancer la machine économique pour relancer la machine économique. Elle n'est plus dans cette gauche obsédée par la croissance, par exemple. Il faut réinventer aussi ce qu'est la gauche à travers la question écologique qui est centrale pour notre génération. Elle est la question majeure. S'il n'y a pas de tournant écologique dans les années, dans les décennies à venir, on pourra faire ce qu'on voudra, il n'y aura pas d'avenir possible pour notre génération. Donc je pense que le clivage gauche-droite, il existe, même s'il doit être réinventé, évidemment. Donc vous définissez aussi un petit peu par l'écologie. Pour vous, c'est aussi quelque chose que ni Emmanuel Macron ni les populistes comme Marine Le Pen ne prennent en compte. Ah, totalement. Moi, je pense que c'est central et que l'écologie, elle est par nature sociale. Parce qu'il n'y a pas de remise en cause de. Ce qui produit de la pollution, des désordres, c'est les inégalités, les injustices, le productivisme, l'idée qu'il faut courir toujours après plus de profit. Donc, nous, on est pour la société du partage. Partage des richesses, partage des ressources, partage des pouvoirs, partage des savoirs. Je crois que c'est un bel élan de société. Ensuite, sur les autres, alors on le voit, la France ne respecte pas aujourd'hui les critères fixés par les accords de Paris. Donc il y a les écologistes en carton-pâte qui repeignent la façade en vert. Ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut des ruptures avec le modèle de développement qui est le nôtre. Il faut des ruptures avec le modèle économique qui est le nôtre, qui par nature pollue, par nature crée du désordre climatique. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'écologie, elle ne peut être que du côté de la gauche. Très bien. On va revenir un petit peu plus sur l'information, sur les mouvements. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce qu'est le mouvement Génération ? Génération, c'est un parti donc relativement nouveau, tout petit sur la scène politique, puisqu'on s'est créé d'abord sous le nom du mouvement du 1er juillet, le 1er juillet justement en 2017, après l'élection présidentielle. C'est un mouvement écologiste de gauche qui essaye, je le disais, de faire la synthèse de la gauche et de l'écologie, de porter des solutions et des idées nouvelles. Dans sa forme, on a essayé d'innover, de faire un parti différent. On en a vu à la fois les réussites. On a 70% de nos membres n'étaient pas adhérents d'un mouvement politique avant de rejoindre Génération. Et en même temps, on a aussi vu les limites. C'est qu'on peut réinventer les fonctionnements. Il faut de la démocratie. La démocratie, c'est organiser des votes, c'est se structurer sur des territoires, etc. Et donc, on essaye de trouver cet équilibre-là. Mais notre vocation, notre envie, c'est pas de faire vivre un mouvement pour un mouvement. On n'est pas attaché à la chapelle Génération. Nous, on souhaite qu'il y ait une maison commune de la gauche et des écologistes dans laquelle on existera, dans laquelle on défendra nos idées, notamment celle du revenu universel d'existence. Mais justement, comme ce n'est pas un mouvement qui a 150 ans d'histoire, on n'est pas là pour planter le drapeau et faire vivre notre boutique à nous. Le but, c'est de mettre cet outil politique-là, avec d'autres, au service d'une ambition de rassemblement et d'alternative pour le pays.
Très bien. Et toujours en quelques mots, il y a les jeunes générations qui sont donc un Ouais. mouvement apparenté à Génération. Vous avez quelques points à nous en dire pour nous expliquer également ce qu'est ce mouvement? Je pense que ça se rapproche de Génération, évidemment. Bah, les jeunes générations, c'est le mouvement de jeunesse lié à Génération. Nous, on est très attachés à leur autonomie, c'est à l'idée qu'ils déterminent eux-mêmes et pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, parce qu'il faut à la fois qu'ils soient dans Génération les porte-voix de la jeunesse et de ses aspirations. Et il n'y a personne de mieux que les jeunes pour le faire, et en même temps qu'ils soient dans la population les relais de ce que nous portons, de ce que nous pensons. Mais ils ne sont pas des exécutants, ils ne sont pas juste là pour coller les affiches, même si c'est très noble de coller des affiches et distribuer les tracts. Ils ont leur autonomie de pensée, d'action. D'ailleurs, ils ont fait une campagne sur la question de l'unité de la gauche sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, qui a beaucoup bousculé parce qu'elle met les pieds dans le plat. Je crois que c'est leur utilité. Moi, pour avoir fait ça dans une autre parti politique il y a quelques années maintenant, je crois que c'est indispensable et qu'on a besoin de mouvements de jeunesse, quel que soit, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils pensent et que les jeunes puissent penser, agir par eux-mêmes. Et c'est aussi un moyen d'amener à l'engagement politique des jeunes, parce que quand on est entre nous, moi j'ai la trentaine, donc je ne suis plus vraiment, mais je sais que c'est plus simple de rejoindre un collectif de jeunes que d'arriver dans une réunion où vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, qui parlent une langue que vous ne parlez pas forcément, dont vous ne comprenez pas forcément les codes. Voilà, même si les organisations de jeunesse, elles ont leurs défauts. Hein. J'ai vu ça au mouvement des jeunes socialistes, évidemment. Voilà, donc c'est important et je pense que leur utilité est indispensable. On va maintenant passer un petit peu plus sur l'actualité. Donc, Édouard Philippe a annoncé son plan de déconfinement à l'Assemblée et au Sénat hier. Est-ce que vous avez quelques mots, une réaction à nous dire par rapport à ce plan de confinement? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien géré cette crise? Est-ce qu'il a bien géré, pour l'instant, on va dire, ce début de déconfinement qui va arriver d'ici une semaine? Moi, j'aimerais qu'on n'ait pas à polémiquer sur ce sujet. Malheureusement, il y a un flou artistique qui entoure un certain nombre d'annonces, et en plus, on voit en filigrane une espèce de compétition malsaine entre le président et son Premier ministre, avec à la fois un Premier ministre qui fait ce qu'il peut, qui essaye d'avoir le ton juste, un peu plus à la Merkel que Macron, qui se prend pour un Churchill d'opérette. Bon, tout ça était un peu décevant. Je crois qu'il y a des vrais problèmes, par contre, qui se posent. C'est aujourd'hui sur la réouverture des écoles. On livre finalement la responsabilité aux collectivités et aux parents, ce qui est un choix terrible à faire, de savoir si on envoie ou pas ses enfants à l'école. On n'est pas sûr que les conditions soient remplies partout. Donc il y a aujourd'hui des vrais problèmes qui se posent. Il y a aussi par exemple la question des masques. Pourquoi a-t-on accumulé autant de retard? Pourquoi les masques ne sont-ils pas gratuits, ou en tout cas que leurs prix ne sont pas encadrés, plus distribués? On voit aujourd'hui des différences sensibles entre les territoires sur lesquels nous nous trouvons, sur les distributions de masques ou pas. Donc il y a des sujets comme ça qui nécessiteraient, et j'ai vu moi cet après-midi le débat à l'Assemblée nationale, c'est assez terrible de voir par exemple le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, dont on nous avait dit qu'il était finalement le professionnel, c'était j'allais dire l'héritier direct de Jules Ferry, arrivant jusqu'à nous pour être le grand pro de l'éducation nationale. On l'a vu très très en difficulté, puisqu'il apprend comme tout le monde les annonces du président de la République quand il les voit en direct à la télé, qu'il doit s'adapter dans un flou artistique. Bon, tout ça montre qu'il y a un problème de pilotage de l'État, il y a un problème de pilotage démocratique et qu'on a quand même un certain amateurisme. Moi, je ne dis pas ils ont tout fait mal. La situation est exceptionnelle. Mais je constate quand même qu'il y a des moments où on aurait pu faire mieux, et que notamment si on n'était pas dans un système aussi centralisé autour du président de la République et des impératifs de communication de la présidence de la République, qui n'est pas née avec Emmanuel Macron, hein, la Ve République, elle a été voulue comme ça. Mais si on reste dans cette logique-là, on voit bien qu'on a des difficultés à agir. Par exemple, en Allemagne, où on a un fonctionnement plus décentralisé, on a un autre rapport aux institutions, on n'a pas un monarque républicain, mais une chancelière, en l'occurrence, ou un chancelier. On voit aussi que la confiance dans le politique n'est pas la même. Et je crois que c'est ça le drame que nous vivons aujourd'hui, en plus du drame sanitaire, économique. C'est un drame démocratique. C'est qu'aujourd'hui, nos concitoyens n'ont plus confiance dans l'État et les institutions, et ça peut poser des très graves problèmes. Et quand vous dites qu'il y a une centralisation autour du président, tout à l'heure, il a annoncé justement, et vous en avez parlé brièvement, donner un petit peu au préfet le choix d'ouvrir ou ne pas ouvrir certaines écoles selon la situation dans les départements. Est-ce que ça, c'est pas déjà un petit peu de la décentralisation, ou c'est juste de la communication? Les préfets, ils répondent aux ordres du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre et du Président de la République. Donc, ce n'est pas vraiment de la décentralisation. La décentralisation, c'est quand on rapproche la prise de décision du citoyen. Le préfet, il n'est pas plus proche de la décision locale que c'est les élus locaux, normalement. Après, oui, qu'on adapte sur les territoires, il faut, c'est bien, etc. Mais je crois que là, on aurait besoin peut-être de plus de transparence dans les critères qui sont choisis. Voilà, la question, par exemple, de l'école. Moi, je voudrais comprendre pourquoi il est probable qu'on ne puisse pas revoter au mois de juin, parce que
avec lequel je suis d'accord, mais qu'en même temps, on dise à tout prix, il faut renvoyer les gamins à l'école. Et dans quelles conditions ça va se faire? On voit bien aujourd'hui, et la communauté éducative d'ailleurs, et les parents, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont très très inquiets. Et je crois qu'on n'a pas besoin, dans une situation comme celle-ci, de rajouter de l'angoisse alors qu'on en a déjà tous, parce que la situation sanitaire de nos proches, parce que la situation sanitaire du pays, tout ça rend les choses très compliquées. Je vais revenir sur une annonce que Édouard Philippe a fait hier au Sénat, une nouvelle mesure qu'il n'avait pas dit à l'Assemblée nationale, en annonçant que 800 000 jeunes de moins de 25 ans auraient une aide de 200 euros pour pour aider au déconfinement et surtout aider à ceux qui n'ont pas eu de stage et qui n'ont pas pu travailler. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est un trompe-l'œil, on va dire? Moi, j'ai fait un petit calcul rapide. Ce gouvernement, l'une de ses premières mesures, quand même, ça marque les premières mesures d'un pouvoir, ça a été de baisser de 5 euros par mois les APL. 5 euros par mois sur 5 ans, ça fait 300 euros. Donc, concrètement, sur un quinquennat, c'est 300 euros en moins pris aux jeunes. Donc on peut toujours leur filer un chèque d'aumône de 200 euros maintenant. Ça ne répond pas au retard. Par ailleurs, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont 2 mois de loyer à payer. 200 euros, c'est une blague. Nous proposons un revenu universel d'existence et nous proposions dans l'élection présidentielle que la première étape de mise en place, parce qu'on est assez lucide sur le fait que ça ne peut pas se faire en 2 jours, mais ce soit d'abord de garantir un revenu d'autonomie pour les jeunes, pour les 18-25 ans. Aujourd'hui, la partie de la population qui est la plus pauvre, c'est les jeunes. Donc, il y a un besoin de résoudre ce problème de la précarité. Et encore une fois, on ne résout pas, on ne met pas une rustine sur une plaie qu'on a soi-même fabriquée. Il faut des réponses qui soient à la hauteur de l'enjeu, et notamment de l'enjeu de la précarité dans la jeunesse. Donc, moi, je crois, pour défendre toujours la question de l'allocation d'autonomie et aujourd'hui du revenu universel d'existence, que c'est ça qu'il faut. Parce que là, on peut faire un chèque de 200 euros, c'est une goutte d'eau dans un océan de précarité. Et ça ne réglera pas le problème. Et encore une fois, il y a une forme de cynisme quand on voit les sommes colossales qu'on peut débourser, qu'on a pu lâcher pour sauver les banques en 2008, aujourd'hui pour Air France, etc., quand on supprime l'ISF pour les plus riches et que là, on va expliquer aux jeunes que c'est super, on va leur filer 200 euros, honnêtement, tout ça est un peu ridicule. Bon, alors maintenant, merci en tout cas pour ces réponses sur l'actualité. Je vais partir un petit peu de l'actualité et poser une question qui m'a semblé assez intéressante. Génération se définit comme un mouvement. On voit beaucoup se développer depuis quelques années avec La République En Marche, le mouvement 5 étoiles en Italie, Podemos en Espagne. Mais quelle est réellement la différence entre un mouvement et un parti? S'il y en a une, évidemment. C'est une question complexe parce que nous-mêmes, nous sommes butés à cette difficulté de définition parce qu'on a voulu créer un mouvement complètement différent des partis et on a vu parfois qu'on était rattrapé par des réflexes de partis politiques. En même temps, moi, je crois qu'il y a du bon dans les partis. Un parti, ça permet de transmettre de la mémoire par la formation. Moi, j'ai appris, je veux dire, à lire et à écrire. Oui, j'ai appris à écrire grâce à l'engagement politique. J'ai appris à écrire des textes, à argumenter grâce à l'engagement politique. Et donc, ce rôle-là des partis, il est essentiel. Et moi, je crois que c'est par exemple les défauts d'un certain nombre de mouvements qui se constituent de façon un peu gazeuse, sans structure territoriale, sans coordination, etc., parce que ça donne finalement un mouvement qui n'apporte pas à ses membres. Et moi, je crois qu'on apprend beaucoup. C'est une école. Je suis très attaché à ce que les partis soient aussi des instruments d'éducation populaire. Quand vous rentrez dans un parti, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre milieu social, il faut que vous puissiez apprendre et vous enrichir aussi intellectuellement, culturellement, politiquement par cela. Donc c'est ça la difficulté. Un petit problème de batterie, c'est bon. Voilà, donc on est dans une difficulté de définition. Moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre une aspiration à faire les choses différemment. On ne peut plus fonctionner comme des partis dans les années 70 ou 80, même dans les années 90, centralisés, assez peu démocratiques, etc. Il faut trouver l'équilibre entre beaucoup de démocratie, une ouverture sur les citoyens. La question de l'adhérent ou pas adhérent est moins importante qu'avant. Nous, par exemple, on fait participer autant ceux qui adhèrent que ceux qui ne sont pas adhérents, parce que vous avez des gens qui veulent participer à des travaux mais pas adhérer à un parti. Voilà. Donc il faut trouver une espèce d'équilibre entre toutes ces aspirations contradictoires-là. Mais je pense que c'est possible et en tout cas c'est ce que nous voulons inventer avec le reste de la gauche et des écologistes pour demain. Et d'ailleurs les Gilets jaunes ont apporté une partie de la réponse. Les Gilets jaunes, c'est à la fois un engagement collectif sur les ronds-points, etc., et en même temps la volonté de ne pas être récupéré dans des appareils. Donc on voit bien les aspirations qui existent dans la société. Sur les présidentielles, présidentielles de 2022, on voit depuis quelques jours, quelques semaines, dans l'échiquier politique s'ajouter de nombreux cadres de la gauche arriver, revenir dans la communication politique. Est-ce que c'est une volonté d'intégrer, si jamais, un gouvernement de concorde, ou est-ce que c'est déjà un début pour les campagnes présidentielles de 2022?
Ça, chacun, moi, je ne suis pas dans la tête des uns et des autres. Ce que je crois en tout cas, c'est qu'un gouvernement de concorde national, il est impossible. Parce qu'il voudrait dire, on fait l'union pourquoi? On fait l'union quand on est capable de mettre sur la table un nouveau pacte démocratique et social pour le pays. Il ne peut pas y avoir d'union sur la base du même programme qu'avant. S'il y avait union nationale, il faudrait un nouveau programme. Et moi, je crois que le programme qu'il faut pour le pays, c'est quelque chose de radicalement différent de ce qu'est et de ce que propose Emmanuel Macron. Voilà. Par ailleurs, je pense que si on faisait ça, s'il y avait un gouvernement d'union nationale, et je le dis à ceux qui pourraient être tentés à gauche, rejoindre Emmanuel Macron, c'est l'assurance de faire grimper Le Pen de 10, 15 ou 20 points. Parce que c'est l'assurance, je le disais tout à l'heure, de faire en sorte que la seule alternative à la politique qui est menée, que la seule alternative, voilà, la démocratie c'est sain, la confrontation démocratique elle est saine. Et si Emmanuel Macron veut faire l'unité, qu'il commence par écouter son opposition, qu'il commence par reprendre qu'à l'Assemblée nationale, la République en marche ne soit plus dans cette espèce d'attitude sectaire qui fait qu'il refuse des amendements de l'opposition en permanence, qui fait qu'il refuse des propositions de loi de l'opposition en permanence, qui commence déjà par ça. Là, on aura déjà fait un bout du chemin. Alors, faire un gouvernement commun, honnêtement, je pense qu'à part pour du casting, d'ailleurs, Sarkozy avait fait ça. Hein. Sarkozy avait fait l'ouverture. Est-ce que ça a amené la gauche à considérer que Sarkozy défendait ses propositions dans la sphère politique? Je ne suis pas sûr. Depuis le début, un petit peu, j'ai l'impression, Génération, ça se veut comme un petit peu le rassembleur de la gauche et appelle à toute la gauche à venir se rassembler via Génération pour créer Non, l'alternative. pas bien. On veut être on veut contribuer à ce rassemblement. On n'a pas la prétention que ça se fasse autour de nous. On a fait 3,3% aux élections européennes. On est un petit mouvement à côté. Voilà, il n'y a personne qui est fort. Aujourd'hui, à gauche, il n'y a personne qui est en capacité d'imposer sa loi aux autres. C'est à la fois un problème, parce que quand il y avait un parti qui était très fort, les autres se positionnaient par rapport à lui et on allait derrière lui. La solution, elle était naturelle pour les présidentielles, les législatives, etc. Mais c'est en même temps une chance. Ça veut dire que pour une fois, on va être obligé de se parler. On va être obligé de construire du commun, et y compris avec les citoyens autour de nous qui attendent, qui sont orphelins finalement de la gauche et de l'écologie. Donc voilà, mais c'est plus compliqué, mais je pense qu'à la fin, ça donne quelque chose de plus fort. Et il y a déjà un début de dialogue. Vous avez déjà, par exemple, un nom qui pourrait un petit peu être le rassembleur de la gauche via une certaine personne? Ça vient après. Il faut d'abord construire un projet partagé. En tout cas, on se parle tous beaucoup les uns les autres. Et il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de personnalités qui ont du talent, qui ont des choses à dire. Ça, je ne me fais pas trop de soucis. Trouver des candidats, c'est jamais un problème. Le problème, c'est d'en trouver qu'un ou qu'une. Pourquoi pas une, d'ailleurs, ce serait pas mal. Si le changement se traduisait aussi par cela, par la première femme présidente de la République. Je n'ai pas de nom en tête, hein, donc je ne vais pas faire de scoop ici, mais voilà, donc ça, des candidats, je suis sûr qu'il y en aura pour être. Surtout s'il y a unité, ça voudra dire qu'on pourra gagner. S'il y a l'unité de la gauche et des écologistes, ça veut dire qu'on peut gagner. Si on est divisé, ce sera pour faire de la figuration, et dans ce cas-là, on sera balayé de l'histoire, et j'allais dire, les gens ne nous pardonneraient pas de ne pas leur offrir un bulletin de vote qui permette de porter au pouvoir leurs aspirations et leur colère. Alors maintenant, je vais passer un petit peu aux questions des internautes, comme on s'approche de la fin. Je vais essayer de… Déjà, on a pas mal anticipé sur beaucoup de questions, notamment sur l'avenir de la gauche, de l'union de la gauche et de Génération. Vous avez déjà un petit peu répondu à ça, mais sous quelle forme de rassemblement la gauche va-t-elle se concrétiser, nous demande Paul. On en a déjà un petit peu parlé, mais je ne sais pas si vous avez une idée de forme. Alors, soit, voilà, comme on avait dit, un parti qui rassemblerait tout le monde, ou alors tous les partis qui s'uniraient pour une personne. Je vais faire une réponse de Normand, ce qui pour un tout clair n'est pas très bien. Mais, il faut l'inventer, cette forme. Un parti commun, honnêtement, c'est pas possible. En très peu de temps, on ne sera pas dans un même parti, y compris parce qu'on a des identités différentes, des histoires, des cultures différentes. Mais il faut inventer une structure, un espace. J'aime pas structure parce que ça fait un peu mur fermé, etc. Mais un espace dans lequel non seulement nous on se rassemble, on construit une coalition. C'est plutôt ça le terme, c'est une coalition pour les élections présidentielles et législatives, si possible dès les régionales et départementales qui vont arriver, voire même pour les municipales si elles sont rejouées dès le premier tour, et qui s'ouvrent, qui permettent d'agréger de nombreux citoyens. Parce que si on reste que entre nous, direction de parti autour d'une table, c'est sympathique, mais ça ne résout pas les problèmes. Donc, elle reste à inventer, cette solution. Nous, on avait imaginé au moment des élections européennes une votation citoyenne, c'est à l'idée plutôt que de faire des primaires, de faire des votes préférentiels qui permettent de rassembler plus que de cliver. Voilà, il y a plein de pistes qui sont sur la table. Là, c'est pareil. Il faudra trouver celle qui nous met d'accord. Mais moi, je crois que s'il y a une volonté d'unité, il n'y aura aucun obstacle de forme à ce qu'on la fasse. Donc, on ne peut pas se cacher, et moi je le dis à mes camarades de la gauche et de l'écologie, il ne faut pas se cacher derrière des questions de méthode. Si on veut faire l'unité, on la fait et on sera capable de trouver toutes les solutions, d'inventer toutes les solutions, toutes les structures, toutes les modalités qui permettront de la faire. Maintenant, on va passer sur l'écologie. J'ai Alexandre Dumont qui m'a posé 2 questions sur l'écologie.
Je vous le lis, hein. Comment pouvez-vous expliquer la montée en puissance de l'écologie chez les jeunes et que cela devienne un argument politique dans tous les partis politiques en 2020? Une simple et bonne raison. On a eu 2 canicules l'été dernier. On est la première génération consciente pleinement du dérèglement climatique. Et moi, je prends mon exemple à moi. Je fais un calcul quand je vois les projections, pas des trucs farfelus, les projections d'instituts scientifiques sur le dérèglement climatique, je me dis, mais est-ce que si j'ai des enfants, ils vivront dans un monde respirable? Est-ce que moi, dans 10, 15 ou 20 ans, je vivrai dans un monde respirable? On voit les feux de forêt, on voit les canicules, on voit la montée des eaux. C'est pas des mythes, c'est pas des fantasmes. Moi, quand je regarde les projections dans ma région, les Hauts-de-France, la montée des eaux, elle va menacer des territoires entiers. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Et donc, on sait qu'on a une petite décennie pour agir. Et donc, là, il y a une urgence absolue. C'est pour ça que moi, je suis vraiment intransigeant avec le cynisme de certains mouvements politiques, notamment du président de la République, qui vont faire des photos au Mont Blanc, qui font des grands discours la main sur le cœur, mais quand il faut choisir, ils choisissent toujours Total plutôt que la biodiversité, Air France plutôt que les salariés, plutôt que les jeunes, etc. Donc oui, on est la génération qui est la première à être consciente de ce phénomène-là, et je crois que c'est encourageant et qu'il faut que ça continue à mettre la pression. D'ailleurs, les marches climat, elles sont un élément très positif, à mettre la pression pour que politiquement, il y ait une vraie alternative écolo qui se mette en œuvre. Toujours une dernière question sur l'écologie qu'Alexandre nous demande, et d'ailleurs vous avez déjà un petit peu anticipé. Il nous demande, n'est-ce pas compliqué de mettre un programme écologie en place avec tous les contrats que nous avons faits avec les lobbyistes, comme le glyphosate, le tabac, le Total et le pétrole en Guyane? Ouais, moi, je pense qu'il faut une attitude. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non, c'est tragique. Moi, je trouve que vous avez un discours double. Vous avez des pouvoirs qui se succèdent, qui font des grands discours de fermeté sur les questions de sécurité, par exemple. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais qui sont très, voilà, il faut l'État ferme, etc. Par contre, qui sont d'une complaisance absolue vis-à-vis des lobbies. Et donc, quand quelqu'un va frauder le RSA pour 10 ou 15 balles, on va le sanctionner, on va dire que c'est un assisté, tout ça. Par contre, les lobbies ont table ouverte aujourd'hui à l'Élysée. C'est pas complotiste que de dire ça, mais je dis pas que voilà, les choses elles se font à ciel ouvert, etc. Mais il y a aujourd'hui besoin de remettre l'intérêt général au cœur des politiques publiques. Il y a besoin aujourd'hui de distinguer dans le domaine économique, social, démocratique, ce qui doit relever de la sphère marchande, c'est normal, mais je ne suis pas pour supprimer le marché, pour une économie administrée à la soviétique, vraiment pas. Mais il faut distinguer ce qui relève de la sphère marchande et ce qui doit en être exclu. Et notamment sur la question de la santé. On le voit dans la crise sanitaire. Il faut libérer la santé, de même que les communs, l'eau, l'électricité, de logique marchande, de logique de rentabilité. Il faut que ce qui est commun soit rendu aux citoyens. C'est ça pour moi la vraie question de la souveraineté. Et la question des frontières, elle ne se pose pas aujourd'hui, j'extrapole sur d'autres questions, mais elle ne se pose pas en termes de frontières entre les nations. Tout ça, à mon avis, n'a pas de sens. Moi, je suis fédéraliste européen, je suis internationaliste. Elle se pose entre ce qui relève du pouvoir des citoyens, la santé, l'eau, l'air, l'éducation, voilà, ce qui sont des biens communs, et ce qui peut relever de la sphère marchande. Alors, maintenant qu'on a parlé d'écologie, je vais terminer en parlant de politique et de jeunesse, parce que bon, c'est un petit peu notre ligne directrice à Passe Politique, c'est de l'engagement en jeunes. Alors, on a Léna, qui est la fondatrice de Passe Politique, et Lucas, qui nous demande d'abord comment qualifierez-vous le lien entre jeunes et politique à l'heure actuelle, et Lucas qui nous demande comment est-ce que vous le voyez à l'avenir, ce rapport entre politique et jeunesse. Alors, très court, très simple, 7 jeunes sur 10 se sont abstenus aux élections européennes. Or, on sait que l'Europe, c'est l'échelle pertinente pour résoudre, on en parlait, le défi climatique, la question sociale. Donc, on a, si on doit le caractériser, un contexte de défiance énorme. Est-ce que ça veut dire que notre génération, elle est moins altruiste, moins conscientisée que les précédentes? Je ne crois pas. On est la génération la mieux informée de l'histoire. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à des initiatives comme celles que vous faites, notamment, on a accès à des débats en permanence, etc. On est la génération la plus connectée de l'histoire. Ça, c'est un fait avéré. On est conscient des périls climatiques, on vit les inégalités, notre génération, elle est la plus touchée par les inégalités. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement qu'on a le sentiment que notre bulletin de vote ne sert à rien. C'est le sentiment qu'ont de nombreux jeunes que, quel que soit ce qu'ils votent à la fin, ça ne change rien. Et je crois qu'à l'avenir, si on veut résoudre ce problème-là, il faut que le bulletin de vote, il ait du pouvoir. Et donc, il faut que le politique reprenne le pouvoir sur les lobbies. Il faut que les programmes politiques soient différents. C'est pour ça qu'il faut du clivage. C'est pour ça qu'il faut de la démocratie, de la confrontation démocratique. Il faut, quand on vote, c'est pour ça, par exemple, qu'Hollande a fait beaucoup de mal à la démocratie. Parce que quand vous votez pour un président de gauche et qui mène la politique du président de droite qui était là avant sur le travail, sur la déchéance de nationalité, vous vous dites à quoi bon voter? Et honnêtement, on ne peut pas en vouloir à des jeunes qui disent ça. Donc, c'est là la responsabilité de ma famille politique, la gauche et les écologistes, c'est de créer une alternative suffisamment forte
pour que quand les jeunes iront en 2022 mettre un bulletin dans l'urne pour Tartampion, machin truc ou bidule à la présidentielle, puis pour des candidats aux législatives, ils sachent que ce bulletin de vote, il aura dans leur vie quotidienne, dans leur réalité concrète, des traductions immédiates et qui définira une vision du monde qui n'est pas la même que celle du voisin. Et c'est sain et c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des compromis avec le voisin, mais ça veut dire que quand on va voter, on sait pourquoi on vote et il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Bien, merci beaucoup, Benjamin Lucas. Merci à vous. Désolé à tous ceux qui ont posé des questions, mais voilà, il est déjà un peu plus de 18 heures, alors on ne voudrait pas que ça dure trop longtemps. Puis je vais vous laisser aussi aller à. Je crois que d'ailleurs, il y a un débat avec Edoui Plenel qui se passe. J'ai Les vu jeunes ça générations, passer. ouais, je vais aller regarder, organise ça. Tous les soirs, il y a des initiatives. C'est super, Voilà. mieux que le programme télé. Voilà, donc désolé pour ceux qui auront posé des questions. Je vous invite à rester connecté à Passe Politique. Dès jeudi, nous aurons une autre interview avec un jeune, des jeunes avec Aubert. Ce sera l'occasion d'évoquer d'autres sujets. En tout cas, merci beaucoup Benjamin Lucas de nous avoir accordé Merci à vous, votre bon temps courage. pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Vous aussi, et à très bientôt et portez-vous bien surtout. Au revoir, bon courage à tous. Merci. Au revoir.